d'économie, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Seck est aussi directeur de l'IRES, l'Institut de recherche en économie et statistique. Bonjour, Monsieur Seck. Bonjour, Monsieur Dieng. Alors, on a connu une période de risque à la veille de l'élection présidentielle, une situation qui a évolué dans le bon sens parce que le scrutin s'est tenu dans des conditions sereines et très calmes. Alors, quel est le profit que le Sénégal peut tirer de cette situation-là? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. D'abord, vous me permettrez de vous remercier essentiellement à travers cette opportunité que vous nous offrez donc pour venir parler avec le public, donner nos points de vue, puisqu'il s'agit quand même de cela. Bon, en fait, je crois que la leçon fondamentale qu'il faut tirer de ces élections, c'est que lorsqu'on s'apprêtait à y aller, donc il y avait vraiment tout un ensemble de facteurs d'instabilité, à travers par exemple les manifestations qu'on voyait, à travers vraiment tout un ensemble de peurs qui étaient justifiées à un moment donné. Et si vous vous rendez compte que vraiment cette situation d'instabilité n'est pas favorable à l'activité économique, parce que lorsqu'on parle d'activité économique, c'est vraiment dans un environnement relativement stable, relativement sain, relativement apaisé. Donc il y avait quand même cette crainte-là. Mais heureusement, la plupart des craintes que certains ont pu nourrir ne sont pas manifestées. Donc là, je crois que je vais joindre ma voix à celles qui se sont manifestées, à savoir vraiment remercier, encourager et se féliciter maintenant de cette démocratie sénégalaise qui a vraiment montré à la face du monde qu'elle est réellement vivante, malgré tout un ensemble de tentatives qu'on a pu voir par la suite qui devaient aller vraiment dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment le peuple sénégalais qui sort, agrandi, vraiment un peuple qu'il faut féliciter à ce niveau-là, quoi. Maintenant, par rapport à la situation économique, c'est vrai qu'il y avait eu tout un ensemble de craintes, etc. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si peut-être ces craintes s'étaient manifestées en termes peut-être d'instabilité, voire même de pays relativement ingouvernables, là, les coûts économiques auraient été vraiment importants. Oui. Parce que si vous regardez la plupart des investisseurs étrangers qui considèrent, par exemple, certaines destinations, en termes, par exemple, d'activité économique où il faut investir, l'un des éléments qui rentre dans le calcul économique, c'est vraiment un cadre économique stable, transparent, qui peut permettre, si vous voulez, des rendements économiques relativement élevés. Donc, heureusement qu'on n'a pas pu avoir, ces éléments négatifs qui auraient pu avoir des conséquences vraiment dramatiques dans nos économies. Donc, le fait que tout se soit bien passé, le fait qu'on ait donné à la face du monde cette image du Sénégal démocratique est majeure. Donc là, je crois que les retombées ne manqueront pas de venir dans un court et moyen terme. C'est ça. Seulement la situation économique dont va hériter le nouveau pouvoir fait aujourd'hui débat. Il se dit notamment qu'elle est alarmante, cette situation économique et financière. Alors, quels peuvent être les fondements de ces supputations-là? Oui, effectivement, il y a tout un ensemble de supputations. Et à mon sens, c'est des supputations ou des rumeurs qui sont vraiment très fondées. D'accord. Bon, parce que si vous regardez vraiment le profil de bonne gouvernance, ou bien de mauvaise gouvernance, je dirais, depuis 2000, en particulier depuis 2007, donc on s'est rendu compte que sur ce plan, le Sénégal a beaucoup régressé. Parce que vraiment, bon, vous êtes journaliste, donc vos collègues, vous avez pu beaucoup documenter tout un ensemble de phénomènes qui sont en rapport vraiment avec cette malgouvernance-là. Maintenant, un élément que je voulais donner, c'est en tant que chercheur, lorsque nous abordons par exemple les questions de bonne gouvernance, on y va avec tout un ensemble d'indicateurs. Maintenant, l'indicateur qu'on utilise, le plus utilisé, c'est l'indicateur de la corruption, ou la perception de la corruption. Donc, ce que nous avons à travers le monde, vous avez une institution qui est Transparency International, donc basée en Allemagne, qui est représenté ici par le Forum civil. Donc chaque année, à travers tout un ensemble d'enquêtes, de sondages, donc on essaie pas de mesurer, parce que c'est un phénomène quand même qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas quantifier, mais quand même de demander aux acteurs principaux de l'activité économique quelle est leur perception de ce fléau qu'est la corruption. Maintenant, les gens vont y aller avec je veux dire, tout un ensemble d'appréciations. Mais quand même, c'est des mesures relativement objectives. Et qu'est-ce qui ressort maintenant de cela? Lorsque vous regardez ce profil de corruption de 2000 jusqu'en 2007, il a été relativement stable, statistiquement stable. On a eu quelques variations, mais sur une tendance de moyen terme. Donc, ce profil a été relativement stable. Mais ce qu'on a constaté à partir de 2007, c'est vraiment une dégradation très avancée de cet indicateur, de cet aspect des institutions. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que tout simplement, on est passé d'un indicateur de 3,7 à 2,9.
c'est constitué une dégradation relativement importante. Maintenant, vous avez tout un ensemble de faits dans l'actualité et je crois que le dernier qu'on a, c'est par rapport à cette vente en catimini de cette 4e licence de téléphonie mobile qui s'est fait, si vous voulez, si c'est avéré, quoi, oui, donc qui s'est fait avec tout un ensemble de secrets et même l'ARTP, la population de façon générale, n'ont pas été mis au courant de cela. Donc je crois que ce régime, ce défunt régime, je crois qu'a excellé sur ce point-là. Il n'a pas été un bon élève en termes de bonne gouvernance? Pas du tout, pas du tout. Là, je crois que parler même de bonne gouvernance, c'est peut-être même le jeter des fleurs. Je crois qu'avec ce régime-là, vraiment, la malgouvernance n'a jamais connu des seuils aussi importants au Sénégal en termes de corruption, en termes même de manipulation, si vous voulez, des institutions publiques. Donc vraiment, on est allé très loin à ce niveau-là. Maintenant, je crois que cela constitue un facteur important qui peut expliquer la plupart des rumeurs qui, à mon sens, se trouvent fondées. Maintenant, d'où la nécessité de se poser la question de savoir quelle est la résultante, si vous voulez, quel est le résultat de ces 12 années d'expérience gouvernementale. Oui. Et là, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Hein. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de façon très lucide essayer d'auditer les comptes, cette gestion publique, histoire d'étayer la population sur effectivement... Donc le nouveau président a suffisamment de raisons de dresser, comme il le dit, les comptes de l'État. Tout à fait, tout à fait. Là, il faudrait qu'il le fasse. Hein. Et comme j'ai dit, vous avez par exemple cet indicateur de bonne gouvernance qui n'est pas, si vous voulez, dans le bon sens. Vous avez également tout un ensemble de gestion publique, je veux dire, qui ne s'est pas fait suivant les règles de l'art. Donc, ne serait-ce que cet aspect-là, mais au moins, lorsque vous héritez d'une situation qui est relativement alarmante, je crois que le premier que vous devez poser, c'est d'abord de faire l'état des lieux. Et de cet état des lieux, maintenant, vous pouvez savoir est-ce que les rumeurs, effectivement, se réalisent ou pas, ou bien est-ce qu'il s'agit uniquement de quelques accusations non fondées. Mais à mon sens, si ce travail est fait, là, nous ne serions pas surpris de voir des résultats qui montrent à quel point la corruption et tout ce qui touche à la mauvaise gouvernance est allé en termes de gaspillage, en termes même de dilapidation des biens publics. C'est ça. Alors, vous avez vu la composition du gouvernement, le nouveau. Au premier coup d'œil, lorsque vous voyez un Premier ministre et un ministre des Finances issus du secteur bancaire, ça vous dit quoi? Vous relevez quoi là? En fait, c'est intéressant. Hein. Je crois qu'au-delà même des personnalités du gouvernement, moi, le principal enseignement que je vais tirer à ce niveau-là, à quelques exceptions près, vous verrez par exemple que c'est des portefeuilles qui sont confiés à des personnes qui se connaissent. Donc je crois qu'au-delà même des considérations politiques, ce qui a été surtout mis en avant, c'est vraiment le réalisme en termes d'expertise, en termes de savoir-faire et aussi en termes d'efficacité. Je crois que ça, c'est les points les plus importants que je peux tirer de cela. Maintenant, qu'on ait par exemple un ministre, un premier ministre et un ministre de l'économie qui sont issus de ce secteur bancaire, là c'est important. Parce que je crois que ça va remettre vraiment sur la table la problématique donc de financement bancaire ou bien le rôle même du secteur bancaire dans l'activité économique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs critiques qui sont adressées à ce secteur-là. Par exemple, on se dit que c'est un secteur qui est relativement frileux et cette frilosité se traduit d'une part par la surliquidité qu'on retrouve au niveau de cette banque-là, mais également le taux de rejet des projets à financement qui leur sont soumis. Donc, autrement dit, la contribution dans le financement de l'activité économique est vraiment très maigre. Oui. Maintenant, nous avons besoin de savoir effectivement qu'est-ce qui est à la base de cela. Maintenant, le candidat Macky Sall donc, a eu des propositions à ce niveau-là. Donc, si vous regardez l'une de ses promesses, c'est de mettre sur pied, on va voir quand est-ce qu'il va le faire, de ce qu'il a appelé le fonds JUP. C'est le fonds de garantie des investissements prioritaires. Maintenant, ce fonds sera doté, si c'est le cas, donc, de des centaines de milliards donc, de francs CFA. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est diriger vers d'abord le secteur informel, soit de voir, par exemple, comment régler le problème de financement du secteur informel, mais également essayer de voir pourquoi les jeunes qui ont des projets porteurs ne sont pas financés par le secteur bancaire. Donc, autrement dit, ce qu'on voit ici, c'est une conception qui, à mon sens, n'est pas aussi exacte du rôle de l'État. Parce qu'on voudrait que l'État soit un banquier. Et moi, je crois que la problématique fondamentale, c'est de poser la question à savoir pourquoi le secteur bancaire ne finance pas ces projets. Si tant est vraiment ces projets-là sont aussi porteurs qu'ils le sont. Oui, mais il faut remarquer aussi que dans ce pays, on a un secteur informel assez dynamique qui a peut-être besoin d'être encadré. Sous ce rapport, on peut dire que peut-être le choix n'est pas gratuit. Oui, effectivement. En fait, moi, je crois que
une réelle stratégie de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations ne devrait pas s'appuyer sur le secteur informel. Parce que c'est vrai que le secteur informel, bon, souvent on le met en avant en termes de flexibilité, en termes même d'opportunités qu'il pourrait explorer très rapidement, et en termes de création d'emplois. Mais rappelez-vous que la définition même du secteur informel, c'est la fraude fiscale. Autrement dit, on est informel parce que tout simplement, on va passer par la voie dessinée par le pouvoir public pour dire que si vous voulez vous lancer dans les activités économiques, voici comment vous devez le faire de façon légale. Mais dans le secteur informel, par définition, c'est l'illégalité. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on parle de création d'emplois. Mais regardez, la plupart des emplois qui sont créés dans le secteur informel, généralement, c'est des emplois qui sont très précaires. Et l'informalité même signifie à ce niveau-là que généralement, vous n'avez pas de contrat de travail signé, vous n'avez pas de rémunération qui respecte le code du travail, vous n'avez pas, par exemple, des conditions de travail qui vont même dans le sens d'une valorisation économique et sociale, si vous voulez, du travail. Donc, à mon sens, ce secteur informel-là n'est pas un secteur à encourager, mais je crois que... Et puis, le danger qu'il y a dans ça, c'est que souvent le problème est que dans ce pays-là, je crois que lorsqu'on veut faire améliorer, la situation des acteurs, mais on ne leur demande jamais quel est le problème important auquel ils font face. Oui. Parce que vous ne pouvez pas améliorer la situation de quelqu'un sans comprendre le problème qui l'empêche tout simplement d'aller de l'avant. Maintenant, lorsque vous regardez le secteur formel, et à mon sens, c'est vraiment le secteur qu'il faudrait privilégier en termes de création d'emplois. Parce que là, vous avez des emplois beaucoup plus décents, des emplois avec des rémunérations beaucoup plus garanties, mais également... c'est la modernité, quoi. Oui. C'est la modernité. Donc maintenant, lorsque vous regardez ce secteur-là, à mon sens, on ne l'écoute pas tellement dans ce pays-là. Maintenant, au moins, il y a d'autres qui l'écoutent. Et parmi ceux qui l'écoutent, vous avez la Banque mondiale. Donc, régulièrement, qui fait des enquêtes pour tendre le micro, voire au moins tendre l'oreille à ces acteurs privés. Maintenant, il y a une enquête qu'ils avaient fait, je crois que c'était en 2007, c'était la dernière enquête. Donc, en fait, ils le font à travers le monde. Hein. Donc, l'avant-dernière, c'était en 2003, maintenant, il y a une qui a été faite en 2007. Maintenant, ils ont demandé à ces acteurs du secteur privé quels sont les problèmes majeurs qui vous empêchent de créer des emplois, qui vous empêchent tout simplement d'aller de l'avant. Maintenant, vous allez voir que parmi les 4 principaux problèmes qu'ils ont pu soulever, c'est la concurrence de l'informel. Oui. Une concurrence qui est déloyale. Parce que là, vous êtes là, vous intervenez dans un secteur où on vous fait payer des taxes, on vous fait par exemple suivre certaines procédures, vous produisez des biens, vous embauchez des travailleurs, mais de l'autre côté, vous avez des individus qui viennent sur le même marché, mais qui ne subissent pas par exemple ces coûts-là. Donc ce différentiel de coûts est relativement important. Donc à mon sens, renforcer le secteur informel, c'est même détruire le secteur formel à terme, si ça réussit. Oui. Et à terme, ça va contribuer donc à l'informalisation de l'économie. Donc moi, je crois que la question fondamentale de l'informel, c'est quoi? Posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a l'informel dans ce pays-là. Autrement dit, on vous dit, si vous voulez vous lancer dans les affaires, vous avez par exemple la voie qui est là, dessinée de façon très claire par la loi. Donc, et de l'autre côté, vous avez par exemple tout ce qui est économie au noir, économie de la criminalité, etc. Là. Maintenant, pourquoi certains individus, à un moment donné, qui ont vraiment le besoin de s'en sortir en se lançant dans les affaires, n'empruntent pas la voie droite, mais plutôt la voie relativement sinueuse du côté de l'informel? Et en ce sens, en ce niveau-là, je crois que la réponse fondamentale à cette question, c'est quoi? C'est tout simplement le cadre institutionnel. Oui. Pourquoi on ne voudrait pas traiter avec l'État pour se lancer dans les affaires? Parce que tout simplement, l'État nous met tout un ensemble d'obstacles. Et l'obstacle majeur à mon niveau, c'est la corruption. Oui. Vous venez, on vous dit tout simplement, bon, pour vous lancer dans les activités, on vous dit par exemple, voici ce que la loi prévoit, mais il faudrait un coût additionnel, sinon vous aurez par exemple des coûts en termes d'attente, en termes de recul des délais, etc. Là. Mais personne ne voudrait rentrer dans ce contexte-là. On voudrait plutôt essayer de voir comment peut-être contourner la corruption, voir comment se lancer de façon directe dans la corruption pour pouvoir s'en sortir. Donc moi je crois que ce qu'on doit faire avec l'informel, c'est comprendre pourquoi les gens se lancent dans l'informel. Essayez de voir, s'ils vous disent maintenant, voici les problèmes que nous avons pour traiter avec l'État, maintenant essayons d'amener des solutions par rapport à ces problèmes-là. C'est ça. Et là, l'informel pourrait disparaître au profit d'un secteur formel, dynamique de création d'emplois. Alors, c'est un gouvernement, dans tous les cas, qui va devoir faire face à plusieurs urgences, dont la plus pressante est la baisse des prix des denrées de consommation. Alors, dans quelle mesure cette promesse est-elle possible? Quelle est la marge de manœuvre vraiment de l'État? Oui, en fait, lorsque vous entendez cela, surtout dans le cadre d'une économie relativement moderne, ou bien qui se veut moderne, une économie qui se veut émergente, une économie qui se veut fonctionner de façon efficiente, bon, plus ou moins suivant par exemple l'approche libérale qu'on peut avoir en économie, il est quand même curieux de voir l'État, par exemple, s'arroger cette possibilité ou bien cette capacité de réguler les prix de façon relativement efficace. À mon sens, c'est illusoire même.
Donc moi je dis, lorsque vous regardez les marges de manœuvre même de l'État, mais elles sont réduites, et ça à plusieurs niveaux. Le premier élément qui montre que les marges de manœuvre sont réduites, c'est que nous sommes dans un cadre d'intégration communautaire. Et dans ce cadre communautaire, nous avons des engagements vis-à-vis de nos pairs, à savoir les 7 autres pays de l'UEMOA. Donc là, si vous regardez par exemple la fiscalité, par exemple, je crois que l'équipe de Macky Sall s'est donc proposé, avant de se lancer, si vous voulez, à ces mesures concrètes, de faire quand même un audit des prix. Oui. Maintenant, lorsque vous regardez la structuration des prix d'un produit, vous avez quoi? Vous avez par exemple les coûts de production unitaire, vous avez par exemple les coûts de commercialisation, vous avez la taxation également, la fiscalité. Maintenant, lorsque vous regardez la fiscalité, généralement, lorsqu'on pense à l'État, on se dit que si l'État devrait agir sur le prix, c'est de baisser la fiscalité. Mais est-ce que l'État peut le faire? Nous avons des engagements qui nous empêchent de le faire. Vous ne pouvez pas, par exemple, nous avons une harmonisation de notre TVA, nous avons une harmonisation également de notre fiscalité externe, autrement avec les biens qui rentrent sur ce pays-là. Donc à ce niveau-là, je pense que les marges de manœuvre sont très réduites, pour ne pas dire nulles. Maintenant, un autre point qui montre qu'effectivement, l'ensemble de ces promesses était plutôt celui d'un candidat qui voulait vraiment s'octroyer quelques voix pour pouvoir avoir les postes politiques. C'est que tout simplement, lorsque vous regardez la plupart de nos produits, mais c'est des produits importés. Nous avons une consommation extravertie. Donc la plupart des biens, regardez même ce que nous portons, regardez ce que nous mangeons, regardez par exemple tout ce que nous prenons comme moyen de transfert, etc. La plupart sont importés. Maintenant, demander à l'État, par exemple, de contrôler le prix des biens importés, à mon sens, c'est illusoire. Oui. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle généralement l'inflation importée. Autrement dit, le facteur le plus important dans la détermination des prix des biens que nous importons, c'est le marché extérieur. Regardez lorsqu'il y avait par exemple la crise alimentaire 2006, 2007, 2008. Mais on a été frappé de plein fouet. Ce n'est pas uniquement le Sénégal, mais la plupart des pays qui avaient ce profil de vulnérabilité face au marché extérieur, en particulier le Sénégal, donc on peut subir cela de plein fouet. Dans d'autres pays, vous avez pu voir par exemple ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Bon, au Sénégal, on a pu avoir quand même quelques réactions à ce niveau, bien qu'on ne soit pas allé trop loin. Donc là, je crois que ces deux facteurs, à savoir la fiscalité qui fait que nous avons nos mains liées, parce que tout simplement nous avons des engagements communautaires, et également le fait qu'un élément important de détermination des prix des biens que nous consommons chez nous est déterminé par le marché extérieur. Donc je crois que cela remet en cause, si vous voulez, cette vision qui consiste à avoir en l'État un régulateur des prix. Oui, l'État a un rôle donc limité à ce niveau, mais comme solution, vous avez entendu le gouvernement qui compte faire des économies budgétaires pour réduire en quelque sorte le train de vie de l'État. Ça, c'est une option pertinente. Quel sera peut-être son effet sur le problème? Oui, tout à fait. Là, je crois que c'est une option quand même très sage, parce qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement, mais je crois qu'en toute honnêteté scientifique, si on pourrait par exemple voir des actions qui vont dans le bon sens, on peut quand même que les encourager, mais également essayer de voir comment les pousser plus en avant vers ce bon sens-là. Donc à mon sens, ce qu'on a pu constater, c'est que nous avons un niveau de consommation publique vraiment qui va au-delà même de nos exigences même en termes de développement. Oui. Parce que regardez même la gestion cahoteuse, voire même... je ne sais pas comment on peut qualifier encore, mais quand même cette gestion, je veux dire, qu'on avait avant, je veux dire, avec le dernier gouvernement. Donc là, on se rend compte qu'il y avait tout un ensemble de ministères qui, à mon sens, ne devraient pas voir le jour. Les agences. Vous avez les agences également. Donc à mon sens, c'était plutôt, bon, moi je les vois en mon sens comme des mangeoires à la limite. Autrement dit, vous avez tout simplement... Une liste de gaspillage. Oui, de gaspillage à la limite. Autrement dit, vous avez des individus avec qui, par exemple, vous avez lutté, à un moment donné, peut-être il faudrait les contenter, ou bien peut-être on espère pouvoir avoir des voix. Politique. Très bien. Donc ce clientélisme politique, si vous voulez, n'est pas bon pour une gestion économique saine, si vous voulez, disons de l'économie de façon générale. Parce que dans ce cas, qu'est-ce qui va arriver là? On va par exemple créer des postes, y allouer des budgets, et vous vous rendez compte qu'au finish, et bon, vous donner un exemple. Prenez par exemple dans le secteur de l'emploi. Quand on parle d'agences là, il y a combien d'agences qui ont été mises sur pied pour régler ce problème d'emploi? Je peux en citer deux. Vous avez par exemple l'ANEJ et vous avez également les FNPJ. Mais après je sais pas, tout un ensemble de fonds, etc., qui ont été mis dans ce secteur-là, quel est le constat final? Mais le constat final nous vient même de la bouche de l'ancien président. Il a reconnu, voilà, il a vraiment avoué avoir échoué à ce niveau-là. Et là, je crois que c'est un des éléments... il y a beaucoup d'éléments, mais je crois que c'est un des éléments quand même qui ont précipité sa chute. Donc là, c'est pour vous dire tout simplement, vous avez... en fait, ça, j'ai l'habitude de le dire. Autrement dit, on a une logique politique de gestion de l'économie. Oui. Alors que s'il faut gérer l'économie, c'est avec une logique économique.
Et là, bon, je crois que tant qu'on ne parvient pas à comprendre, je veux dire, cette problématique de gestion économique de l'économie, je crois que ces gaspillages, ce partage du butin... Donc en gros, même si l'État n'a pas assez de marge de manœuvre, il peut quand même profiter de ces économies budgétaires pour influer sur les prix. Tout à fait. Non, bon, en fait, là, je crois que c'est limité à ce niveau-là. Et puis moi, je pense que la question des prix... bon, généralement, on se dit qu'il faut... le coût de la vie est relativement élevé. On se dit que les denrées de premier nécessité, comme on dit, que nous consommons, sont relativement très chères. Maintenant, essayons de réduire ces prix-là. Donc moi, je pense que lorsqu'on veut aborder le coût de la vie, il faut le faire sous deux angles. C'est comme quand on dit, par exemple, le pouvoir d'achat. Donc le coût de la vie, en d'autres termes, c'est le pouvoir d'achat. Autrement dit, vous avez un individu qui veut aller, par exemple, sur le marché payer des biens, que ce soit, par exemple, des denrées de premier nécessité ou bien d'autres biens. Maintenant, quels sont les éléments qui vont déterminer le panier de consommation? Il y a deux éléments. D'abord, le prix, ensuite le revenu. Oui. Maintenant, nous avons cette illusion de croire qu'effectivement, bon, si on ajuste le prix, on peut régler le problème du coût de la vie. Moi, je pense que c'est illusoire. D'autant, bon, comme j'ai dit au départ, hein, la fiscalité, vraiment, c'est très limité. Également, le fait que l'importation, ou l'inflation soit relativement importée. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là, c'est plutôt inverser la tendance. C'est ce que je vais appeler par exemple l'approche du numérateur. Parce que lorsque vous regardez le pouvoir d'achat, vous avez également le revenu que vous rapportez, si vous voulez, au prix. Donc au lieu de regarder le dénominateur, ce que j'appelle l'approche du dénominateur, regardez donc le numérateur, autrement regardez le revenu des individus. Et si vous regardez même le coût de la vie, mais ce n'est pas tous les Sénégalais qui se plaignent du coût de la vie. Hein. Bon, je ne sais pas, après vous... C'est vrai qu'il y en a qui ne se plaignent pas, c'est vrai. Il y en a qui ne se plaignent pas. Donc moi je dis que regardez qu'est-ce qui fait la différence, ceux qui se plaignent et ceux qui ne se plaignent pas. Mais pas tout simplement les individus qui ne se plaignent pas, qui sont très nombreux dans ce pays-là, mais c'est pas tout simplement ils ont des revenus consistants. Maintenant, moi, je crois que la problématique, si vous voulez, de régler cette question du coût de la vie ne devrait pas se faire, je veux dire... sur les prix. Sur les prix, très bien. Mais regardons plutôt comment améliorer les opportunités économiques des individus. Par exemple, vous donnez à un individu un travail décent, pas par l'informel, mais plutôt par le formel. Vous lui donnez un salaire décent, mais c'est un individu peut-être qui ne va jamais se plaindre des prix, parce que tout simplement, il a la possibilité de pouvoir satisfaire ses besoins alimentaires et autres. Donc moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, économiser, c'est important, et je crois même que c'est urgent. Parce qu'à défaut, par exemple, de vouloir reconduire ce qu'on a connu avec l'ancien régime qui a excellé vraiment à ce niveau-là. Donc ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là, supprimons je dirais même l'inutile. Et l'inutile, c'est quoi? C'est les postes ministériels vraiment qui étaient à un moment donné enchevêtrés. Parce que vous pouvez avoir un ministère et un autre, vous pouvez vous dire, mais attention, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils font de différent en quelque sorte là? Donc là, on a vu quand même cette sagesse-là qui consiste à comprimer, si vous voulez, l'action publique à travers tout simplement 25 ministères. Donc là, c'est vraiment dans le bon sens. Mais également, je crois qu'il faudrait aller au-delà. Donc, ça, c'est mon point de vue. Hein. Donc, je me demande pourquoi dans ce pays-là, on a le nombre de députés qu'on a actuellement. 150. Nous sommes 13 millions environ. Donc pourquoi avoir, si vous voulez, ce nom pléthorique-là? Et puis regardons même d'autres institutions que nous avons ici. Regardez le Sénat, par exemple. Donc quel est le rôle, si vous voulez, de ces structures? C'est vrai qu'on se dit que oui, il faut une démocratie, et pour une bonne démocratie, il faut avoir tout un ensemble d'institutions. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, il faudrait mettre les priorités là où elles doivent être. Très bien. Donc si vous dites, par exemple, on peut se passer de cela, économiser les fonds publics. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce n'est pas pour réduire les prix, mais allons investir. Investissons, donnons des opportunités économiques aux individus. Là, c'est une façon de régler, autrement, le gaspillage va disparaître. Mais autre chose également, l'approche du numérateur, donc du coût de la vie, c'est que là, vous allez donner des opportunités économiques aux individus qui auront suffisamment de revenus pour pouvoir faire face à ce coût de la vie. Il y a quand même un constat. C'est vrai, l'État va devoir faire face aux urgences, mais on oublie qu'il doit aussi, dans le même temps, impulser des politiques de développement. Ça, c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein? Oui, tout à fait. Hein. Et là, je crois que c'est un exercice quand même, bon, à mon sens, qui va relever de prouesses de gymnastique. Là. Parce que quand on dit des urgences, on pense immédiatement à court terme. On se dit vraiment, bon, la vie est chère, les biens sont inaccessibles, donc vraiment diminuons les prix, faisons quelque chose à ce niveau-là. Donc là, je dis que, puisqu'on a des marges de manœuvre quand même qui sont très limitées dans ce sens-là, le développement, c'est un phénomène de long terme. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On ne peut pas, aucun pays ne s'est développé en moins de 5 ans. Il y a des pays qui ont connu des phases de croissance très accélérées et qui par la suite ont tapé la porte aux pays de l'OCDE. Vous avez par exemple ce qu'on appelle donc les pays d'Asie de l'Est, vous avez également Israël, également d'autres pays. Mais ces pays quand même ont pris du temps. Donc moi je pense que le développement, ça demande une patience. Parce que c'est des fruits que vous allez semer aujourd'hui,
Mais la récolte, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans un an, ce n'est pas dans 2 ans. Il faut compter le moyen et long terme. Le moyen terme, vous pouvez commencer quand même à voir les fruits, mais qui ne sont pas mûrs. Et c'est le long terme où vous pourrez récolter les fruits là. Donc moi, ce que je demande à ce niveau-là, c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de patience, mais cette patience ne devrait pas pousser les gouvernants quand même à se laisser aller. Le travail doit démarrer dès maintenant. Et pour que ce travail démarre là, moi je crois que là où on attend le gouvernement, parce qu'on a parlé de gouvernement en termes de créateurs d'emplois, en termes de banquiers, moi je crois que c'est des conceptions relativement erronées même du rôle économique de l'État. Là où on attend le gouvernement, à ce niveau-là, mais donner des gages en termes de gestion saine de l'activité économique, voire même, je veux dire, en termes de bonne gouvernance. Parce qu'on a vu vraiment la corruption, où est-ce qu'elle nous a menés. On a vu cette malgouvernance, où est-ce qu'elle nous a menés. Maintenant, ce qu'on demande de ce gouvernement à court terme, peut-être dans les prochains jours ou bien les prochaines semaines, de nous donner des engagements fermes en termes de cette volonté donc de vouloir améliorer le cadre institutionnel. Parce que lorsque vous améliorez le cadre institutionnel, mais le cadre institutionnel en définitive c'est quoi? Mais c'est plutôt un champ où vous avez par exemple l'interaction entre les différents acteurs et là vous définissez les règles du jeu. Maintenant, ce que nous attendons du gouvernement, ce n'est pas de venir créer des emplois. Non, le gouvernement n'est pas un créateur d'emplois. Ce n'est pas de venir régler le problème du chômage pour dire tout simplement, bon, là, des jeunes qui sont là, qui ont des projets porteurs, il faut tout simplement vouloir leur donner les moyens de mettre à terme ce projet-là, de développer ce projet. Ce qu'on attend du gouvernement, essentiellement, et ça c'est son rôle traditionnel, améliorer la bonne gestion de l'espace public, améliorer la qualité. Si vous le faites, le créateur d'emplois va créer des emplois. L'éducateur va former des individus, leur donner des capacités vraiment adéquates qui puissent répondre aux demandes des entrepreneurs. C'est ça. Vous êtes dans la problématique là de l'emploi que vous avez effleuré d'ailleurs tout à l'heure, mais on y reste. Ce que vous développez là confirme quoi? Que peut-être la conception qu'on a de l'État vis-à-vis de cette problématique de l'emploi n'est pas réelle? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que moi, je dis que l'État n'est pas un créateur d'emploi. C'est vrai qu'on a la fonction publique, mais lorsque vous regardez la part des travailleurs dans le secteur-là par rapport à la création, par rapport je veux dire, à la masse de cette main-d'œuvre que nous avons, c'est marginal. Et là, c'est dans tous les pays du monde. Maintenant, bon, sauf peut-être les petits pays marginaux, etc. Là. Mais je crois que pour une économie moderne, le créateur d'emploi, ce n'est pas l'État. Le créateur d'emploi, mais ma foi, c'est le secteur privé. Donc moi, je crois que ce qui est important à ce niveau-là, si on se dit que l'État ne peut pas créer des emplois et que le secteur privé doit créer des emplois, donc ça veut dire que tout dispositif d'amélioration des situations que nous avons sur le marché du travail devrait mettre à son centre l'agent privé, le secteur privé, le créateur d'emplois. Maintenant, je crois que là où on peut démarrer, on peut essayer d'aborder cette question-là sous l'angle, bon, comme tout économiste, généralement nous voyons les interactions économiques à travers cette institution qui est le marché. Autrement, vous avez la demande, vous avez l'offre. Donc lorsque vous regardez le travail, vous avez donc cette demande de travail qui provient des entrepreneurs. Donc ces entrepreneurs, par exemple, qui ne peuvent pas recruter, mais je crois qu'il faut leur tendre l'oreille une fois de plus. Comme j'ai dit, on leur demande pas leur avis, mais demandons-leur pourquoi vous ne pouvez pas créer des emplois et que ce rôle maintenant qui est le vôtre. Mais ils vont vous dire, nous ne pouvons pas créer d'emplois pour 4 raisons fondamentalement. Et là, c'est ce qu'ils ont dit à la Banque mondiale dans son enquête-là. Première raison, nous ne pouvons pas créer des emplois à cause du coût élevé de l'énergie. Parce que là, c'est des coûts très importants. Nous ne pouvons pas nous permettre donc d'avoir d'autres éléments de coûts très importants qui risquent tout simplement de compromettre la survie même, notre survie même dans ce marché-là. Maintenant, un autre élément, il vous dit, nous avons des problèmes d'accès à la propriété immobilière. Là également, c'est important parce que si vous voulez, je veux dire, vous lancer dans des activités, mais il faudrait avoir une certaine stabilité à ce niveau-là. Mais si vous ne pouvez pas accéder à cette propriété foncière de façon claire et transparente, c'est évident que c'est des limites à votre activité-là. Maintenant, un autre point qu'ils ont pu soulever, c'est la concurrence déloyale de l'informel. Oui. Donc là, à ce niveau-là, bon, comme on l'avait soulevé au départ, là, c'est que régler, je veux dire, cette problématique du chômage est liée, si vous voulez, à cette problématique de l'informel. Donc encourager l'informel, c'est décourager le formel, décourager la création d'emplois. Donc là, à mon sens, il faudrait voir comment allier ces éléments-là. Donc maintenant, si vous tendez donc l'oreille à ces créateurs d'emplois, mais là, vous pouvez savoir effectivement qu'est-ce qui se met au travers de leur chemin, qu'est-ce qui freine leur dynamisme. Et là, du coup, vous pouvez comprendre effectivement ce qui ne permet pas, ce qui limite cette possibilité qu'ils ont donc de créer des emplois là. Mais là, si vous réglez ce problème-là, du coup, vous réglez le problème de l'emploi. Maintenant, il y a également l'autre approche qui est basée sur l'offre. Autrement dit, regardons les individus qui viennent sur le marché du travail. Mais qui sont-ils? On parle de chômeurs, etc. Là. Parce qu'en fait, je crois que là, peut-être, il faut faire une pause et essayer de comprendre ce concept de chômage là. Parce que bon, l'économie souvent a une conception différente du chômage comparé par exemple
peut-être à l'homme de la rue de façon générale. Donc nous, pour nous, un chômeur, c'est qui? Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi. C'est quelqu'un qui est à la recherche d'emploi. C'est quelqu'un qui veut travailler, mais quelqu'un qui soit à la recherche d'emploi de façon très active. Oui. Maintenant, si vous regardez ces 4 définitions, ces 4 points qui constituent la définition économique du chômage, le taux se trouve aux environs de 23% au Sénégal. Oui. Bon, en fait, la dernière estimation. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec ces grandeurs quand même importantes, on en parle, c'est important, mais c'est difficile quand même d'avoir des chiffres relativement précis. Mais quand même, bon, de façon générale, ça tourne autour de 23-24%. Maintenant, lorsque vous relâchez un peu ces conditions-là, autrement dit, vous prenez en compte... vous laissez tomber le critère qui dit qu'il faut le faire de façon très active. Vous avez des individus qui sont là, bon, peut-être qu'ils ne recherchent pas d'emploi de façon très active. Ils y vont une fois, ça ne marche pas, ils sont découragés, etc. Maintenant, si vous prenez en compte ces individus découragés-là, ça va jusqu'à 48%. Oui. Maintenant, un des problèmes qu'on a par rapport au chômage chez nous, c'est quoi là? C'est que d'abord, vous avez cette masse importante de chômeurs, plus de la moitié, qui n'ont pas de compétences à faire valoir sur le marché du travail. Pas de qualification. Pas de qualification. Souvent, c'est des individus qui ont abandonné l'école depuis longtemps, ou bien c'est des individus peut-être qui ont fait l'école, mais à un moment donné, ils ont tellement duré dans le chômage qu'ils ont laissé leur capacité de se dégrader, etc., de déprécier. Ou bien vous avez des individus qui n'ont jamais fait l'école du tout. Maintenant, si vous regardez ces individus-là, je crois que c'est là, c'est le problème le plus important qu'on a par rapport à ce problème du chômage. Ces individus, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, là, il faut saluer une initiative du candidat, à savoir se dire, ces individus, par exemple, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas pu développer des capacités qui peuvent faire prévaloir sur le marché, mais donnons-leur la possibilité donc de développer certaines capacités. Et là, vous avez toute cette idée d'université des métiers, par exemple. Et là, ça va dans le bon sens. Parce que là, c'est des individus que vous pouvez prendre, vous les former sur le temps, vous les amener sur le marché et pour pouvoir offrir quelque chose aux employeurs. Là. Maintenant, un autre élément par rapport à cela, là, c'est par rapport aux individus qu'on dit bien qualifiés, bien formés, etc. Oui. Mais souvent, c'est des formations qui ne répondent pas aux besoins des entreprises. Ça, c'est la question de l'adéquation, formation, emploi. Tout à fait. Souvent posée. Oui. Tout à fait. Et là, c'est beaucoup plus important. Et moi, je dis que le principal responsable de cela, c'est nos enseignants. Oui. Parce que nous avons quand même la charge de donner aux individus les capacités de pouvoir venir et de contribuer efficacement à la création de richesses dans ce pays-là. Mais nous avons échoué à ce niveau-là. Vous, les enseignants? Nous, les enseignants, nous avons échoué à ce niveau. Et moi en premier. Oui. Moi en premier. Oui. Maintenant, on peut savoir jusqu'où je peux aller en termes de responsabilité, etc. Mais moi, je pense que, de façon très cool, c'est vrai qu'actuellement, bon, il y a tout un ensemble de... Bon, vous avez échoué à quel niveau? Vous n'avez pas réussi à donner aux demandeurs d'emploi la formation qu'il faut? Tout à fait. Bon, je vous donne l'exemple de la faculté d'où je viens, à savoir l'économie. Autrement dit, nous formons des économistes. Vous sortez, vous devez être un économiste. Maintenant, quand on dit économie, c'est généralement abordé sous 2 angles. D'abord, il faudrait avoir ce raisonnement qui fait l'économiste. Parce que l'économiste, quand il raisonne, on sait qu'il a une façon quand même d'approcher les questions sociales. Le juriste, il a sa propre approche. Le sociologue, il a sa propre. Donc, nous avons notre approche là. Maintenant, un autre élément qui fait un bon économiste, un économiste quand même qui aurait réussi, c'est maîtriser les outils d'analyse économique. Parce que vous voulez analyser une situation, mais il faut d'abord que vous appliquiez les outils adéquats. Mais lorsque vous regardez sur ces 2 fronts-là, mais nous avons échoué. Prenez un étudiant qui sort de la faculté, par exemple, là, vous l'amenez sur le marché du travail. Posez la question de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Mais à mon sens, vous verrez que la réponse ne sera pas des plus favorables. Là. Et là, je crois que c'est vrai qu'on critique trop le gouvernement pour dire tout simplement qu'il n'y a pas les moyens, etc. Mais moi, je crois que le premier moyen dont dispose l'enseignement supérieur ou bien à d'autres niveaux, mais c'est le moyen humain. Nous avons des individus qui sont là censés pouvoir agir dans cette création de capacités. Mais moi, je pense qu'on a échoué à cette mission. Oui, mais et la qualité ne fait que se dégrader. Est-ce que ce n'est pas facile? Parce qu'au premier chef, il appartient à l'État quand même de définir toute une politique éducative qui permet peut-être à un jeune qui arrive sur le marché du travail de trouver cet emploi-là. En fait, la politique, elle est là, hein, quoi qu'on dise là. Mais moi, je crois que là, il faut aller beaucoup plus loin, c'est le contenu même de nos curriculums là. Parce que regardez par exemple le contenu de nos cours, vraiment ce que nous enseignons, etc. Mais à mon sens, faites la comparaison, vous verrez par exemple pourquoi nous ne faisons pas le poids devant par exemple des structures quand même très avancées. Donc moi je crois que le problème fondamental que nous avons à ce niveau-là, surtout par rapport à l'enseignement de façon générale en tant qu'enseignant, et donc c'est un insider qui vous parle, c'est autrement dit, nous sommes dans l'enseignement public. Et ce qui différencie essentiellement l'enseignement public à ce niveau, qui ne devrait pas être le cas, parce que dans d'autres pays ce n'est pas le cas, mais vous voyez que chez nous, on a de compte à rendre à personne. Je fais mon cours, mais je le fais comme je veux.
Oui. Je mets tout ce que je veux comme contenu. Personne ne viendra contrôler. Je ne vais pas voir le recteur pour lui dire que bon, voici ce que j'ai pu couvrir. Je ne vais pas voir le doyen, je ne vais pas voir mes collègues, etc. Je reste dans mon coin, je fais mon cours comme je veux. Maintenant, c'est ça qui doit cesser à la faculté, à l'université de façon générale. Mais c'est l'État justement qui doit faire cesser cela. Mais c'est qu'il faut voir jusqu'où l'État peut aller. Oui. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut plutôt faire appel à la conscience professionnelle de nos enseignants. Oui. À la conscience professionnelle des gens qui interviennent et qui sont en rapport direct avec ces étudiants-là. Conscience professionnelle, surtout dans un contexte comme celle que nous, celui, autant pour moi, que nous vivons, ce contexte de crise au plan de l'éducation. Je veux dire, vous êtes en train de dire que vous êtes responsables, vous les enseignants, au premier chef. Non, en fait, ce que je veux dire de façon générale, je crois que lorsqu'il y a un problème et qu'on veut trouver une solution, il faudrait quand même penser à des solutions qui soient très constructives. Parce que c'est vrai qu'on veut... Bon, en fait, je dis que la responsabilité est partagée. Oui. Mais je crois que de façon très constructive, il faut essayer de s'approprier le maximum de responsabilités. Et moi, je dis qu'en tant qu'enseignant, je peux voir quelle est ma part de responsabilité dans cela, parce que je ne suis pas totalement étranger à ce problème-là. Donc, essayons de voir en tant qu'enseignant, quelle est votre part de responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité? Et maintenant, je joue sur ma part de responsabilité. Donc, c'est sûr que si nous pouvons faire notre travail correctement, et sincèrement, je vous dis qu'on n'a pas besoin de millions pour faire notre travail. Sincèrement. Je n'ai pas besoin, par exemple, de millions pour expliquer à un étudiant, par exemple, quelle est, par exemple, la théorie, par exemple, qui nous dit que le chômage est dû, si vous voulez, à l'inadéquation entre la structure de l'offre et de la demande. Ça, je n'ai pas besoin de millions pour le dire. J'ai juste besoin de quelques matériels. Et ce matériel, je l'ai. Oui. Donc, moi, je crois qu'il faut, si vous voulez, une réflexion beaucoup plus approfondie à ce niveau. Et que c'est quand même trop simpliste de dire que vraiment, le responsable, c'est l'autre. Parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Oui. À défaut, peut-être, on essaie de le changer, mais on a vu ce que ça nous a coûté cette année. On a vraiment frôlé l'année blanche. Et puis bon, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas écarté d'office, parce que quand même, nous avons suspendu le mot d'ordre jusqu'au 15. On va voir maintenant, avec notre nouvel interlocuteur, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à travers les négociations. Donc moi, je crois que la question fondamentale, c'est à ce niveau-là. Si nous voulons vraiment faire avancer les choses là, prenons la responsabilité... prenons autant de responsabilités possibles, maintenant faisons de notre mieux. Parce que je crois qu'il y va de la participation de tout un chacun. Il ne s'agit pas, par exemple, d'être bon citoyen, etc. Mais moi, je crois qu'il faut juste être responsable par rapport à la charge que la collectivité nous a confiée. Et cette charge-là, c'est quoi? On nous donne des millions d'individus, génération après génération, pour tout simplement leur donner des connaissances qui sont en phase avec l'état actuel, je veux dire, de la recherche économique. Mais ça, nous pouvons le faire. Maintenant, pourquoi nous ne le faisons pas? Ce n'est pas l'État qui... je ne vais pas blâmer l'État parce que tout simplement... Je ne le fais pas parce que ce n'est pas l'État. Je ne le fais pas parce que tout simplement... Mais je ne le fais pas parce que tout simplement, je n'ai pas cette conscience-là. Donc moi, je crois que si on peut faire réveiller cette conscience-là chez les individus, en particulier chez les enseignants, on pourra s'en sortir là. Vous avez beau amener le meilleur programme, la meilleure politique éducative, mais... en définitive, ceux qui seront chargés de mettre en place cette politique-là, mais c'est nous, enseignants. D'accord. On reste dans cette problématique de l'emploi. Et là, je vais vous demander votre avis sur cette idée, selon laquelle le secteur agricole est en mesure d'absorber la demande de main-d'œuvre. Ça peut paraître pertinent à votre avis? Non, à mon avis, non. Parce que tout simplement, lorsque vous regardez le secteur, nous avons un secteur qui n'a pas besoin d'être renforcé, mais plutôt on a besoin que le secteur nous libère de la main-d'œuvre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, de façon générale, que ce soit au Sénégal ou bien dans les pays en développement, vous avez en général, en moyenne, plus de 70% de la population active qui est utilisée dans ce secteur-là. Et vous avez un secteur qui a une contribution de 12 à 15% maximum. Donc là, il y a un problème de productivité qui se pose. Autrement dit, la problématique de développement telle qu'abordée sur l'angle de l'agriculture, c'est quoi? Essayons de voir comment augmenter la productivité dans ce secteur de façon à libérer la main-d'œuvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va libérer la main-d'œuvre, on va également mettre sur le marché des produits abondants, mais également de bonne qualité. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite là? La politique qui va venir immédiatement après donc, je veux dire, cette vision quand même volontariste d'augmentation de la production dans ce secteur-là, qui vise à libérer donc la main-d'œuvre, également à mettre plus de biens sur le marché. L'autre élément, c'est quoi? Essayons de trouver quand même une certaine connexion entre les différents secteurs. Et actuellement, vous avez une matrice de production avec beaucoup de trous. Autrement dit, vous n'avez pas une chaîne de valeur quand même qui va du niveau le plus haut au niveau le plus bas. Par exemple, ce qu'on pourrait penser comme chaîne de valeur qui pourrait, par exemple, avoir un processus de développement quand même très intégré. Réfléchissons sur la problématique agricole. Et moi, je crois que la problématique agricole, de façon générale, on peut l'aborder sur plusieurs angles, mais moi, je crois que c'est essentiellement sur l'angle de la productivité. Maintenant, il ne s'agit pas de produire seulement, il faut maintenant pouvoir vendre cela. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser le marché, surtout du côté de la demande. Maintenant, un autre élément, une fois que le secteur est relativement dynamisé et que cette main-d'œuvre est libérée,
Développons par exemple les secteurs de transformation. Par exemple, je crois qu'un des chiffres, c'est que nous avons 40 ou bien 60% de la production agricole qui se perd, qui aurait pu être recyclée dans tout un ensemble d'activités de transformation industrielle. Donc moi, je crois que ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là, développons donc l'agriculture, libérons la main-d'œuvre à ce niveau-là, la main-d'œuvre excédentaire, mais également développons les capacités d'absorption du secteur manufacturier en termes de transformation, de conditionnement également le secteur des services en termes d'exportation ou bien de commercialisation. Maintenant, si nous le faisons, je crois que l'agriculture pourra jouer le rôle qui est le sien. Mais je crois que la problème de l'agriculture, ce n'est pas essentiellement voir comment elle peut absorber la main-d'œuvre. Elle en absorbe déjà, elle en absorbe trop. Ouais. Et le développement vraiment demande une transformation structurelle. Maintenant, il n'est pas. Si vous regardez le processus de développement de tout un ensemble de pays à travers le monde, là, au départ, c'est l'agriculture qui était le secteur dominant. Ouais. Mais avec le processus de développement, c'est un secteur qui est relégué, si vous voulez, au dernier plan. Non seulement en termes de contribution dans la production nationale, dans la création de richesses, mais également en termes de main-d'œuvre. Prenez l'exemple des États-Unis, juste un exemple. Oui. Donc, au début du siècle, là, vous avez un secteur agricole qui avait plus de 10% de contribution dans le PIB. Pas dans le PIB, mais je veux dire dans la main-d'œuvre. Mais maintenant, on est à moins de 2%. Et je crois que quand vous regardez le profil de développement de tout un ensemble de pays qui sont actuellement très avancés, le secteur agricole suit le processus de développement. Donc ça veut dire que si nous voulons développer, il ne s'agit pas de venir renforcer ce secteur en termes de main-d'œuvre, plutôt libérer cette main-d'œuvre. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à opérer cette rupture dont vous parlez? En fait, je crois que la rupture... L'agriculture reste toujours quand même au socle de notre politique de développement. C'est vrai que c'est important, mais en fait, tout ce que je dis là, ce n'est pas pour réduire la production agricole, non. Parce que tout simplement, à main-d'œuvre égale, augmenter la productivité, vous allez augmenter la production. Et augmenter la production, ça permet tout simplement de régler ce problème d'extraversion de notre structure de consommation. Ça permet également de régler le problème de ces cassures dans la chaîne de valeur. Ça permet également de régler le problème de sécurité alimentaire. Oui. Pouvoir disposer de biens à tout moment et suivant les conditions économiques de ce pays-là. Donc maintenant, si nous parvenons à régler ce problème-là, mais on règle du coup tout un ensemble de problèmes. Hein. Le secteur manufacturier, par exemple, qui connaît une forte concurrence vis-à-vis du reste du monde. Donc là, si on parvient à lui donner ses moyens en termes d'intrants, en termes d'input de produits agricoles, ça pourra quand même régler ce problème-là. Donc moi, je crois que ce qu'il faut à ce niveau-là, développer un pays à mon niveau pour avoir vraiment étudié l'économie, avoir enseigné l'économie, avoir également fait des recherches en économie, développer un pays n'est jamais compliqué. Ça n'a jamais été compliqué. Quand même, si vous regardez le processus historique, des individus qui se sont levés de façon majoritaire dans une société et avec cette ferme volonté de vouloir améliorer les conditions de vie de la masse populaire dans son ensemble, mais ils ont réussi. Regardez, vous avez tout un ensemble d'exemples historiques. Regardez le Japon, par exemple, pour donner un exemple historique, là, avec ce qu'on a appelé le Japon du Meiji. Là. Mais à un moment donné, c'était la période de la révolution industrielle avec le capitalisme qui venait de naître en Europe. Là. Donc l'idée, c'est quoi là? C'est que vous avez un chef d'État, des gouvernants, qui avait en charge, qui avait à cœur, le destin économique de leur population. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé à travers le monde, ils se sont dit que voici par exemple des économies qui ont connu des avancées. Maintenant, ils se posent la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les plus brillants esprits, donc si on pouvait les considérer comme cela, maintenant il les amène à l'école occidentale. Allez comprendre ce qui fait le succès économique de ces pays-là, qu'est-ce qui fait l'origine de leur prospérité économique. Maintenant, ils sont allés, ils se sont rendus compte que c'est quoi? Mais c'est la technologie, c'est l'organisation institutionnelle, c'est peut-être la démocratie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés avec ces idées-là. Et là, ils ont pu les mettre en œuvre, mais en un temps record, ils sont devenus une puissance économique, qui t'a même déclenché maintenant à vouloir s'affronter, avoir cet affrontement militaire avec les autres pays dominants de l'époque, que ce soit à la Première ou bien à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je crois que le développement demande une chose. On a beau faire... beau créer des théories, parce que si vous me demandez, bon, je peux vous amener tout un ensemble de théories là. Mais je crois que la question fondamentale, ce n'est pas ce bavardage théorique que nous avons entre économistes ou bien entre intellectuels. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est avoir la volonté de se développer. Une volonté traduite dans les actes. Mais si nous le faisons, et que la population également suit, mais je crois qu'on peut avoir des résultats en un temps record. Oui. Je crois même 10-15 ans, ça pourrait être les échéances même du développement là. Oui. Tout dépend de la volonté. Maintenant, bon, c'est vrai que la question fondamentale, c'est comment avoir ces volontés-là. Bon, maintenant, je crois qu'à ce niveau-là, un point que je veux ajouter, c'est que, à mon sens, je pense que le Sénégal a changé. Et je crois que ce changement a eu un contexte international qui lui a été favorable. C'est à travers tout ce qui a été comme, tout ce qu'on a pu observer comme
revendication de liberté, de démocratie, d'expression libre, qui a démarré avec je crois, la Tunisie, ensuite vous avez eu l'Égypte, ensuite bon, beaucoup d'autres pays. Oui. Je crois que c'est cette base, je veux dire, ce cadre international qui a pu quand même favoriser cette revendication-là chez nous. Cette conscience citoyenne. Conscience citoyenne, voilà. Donc moi, je crois que c'est conscience citoyenne qui naît. Je crois en fait, je me dis qu'elle est quand même en naissance. Parce que quand même, bon, il faudrait voir jusqu'où on peut aller avec. Donc lorsque cette conscience maintenant est bien organisée, bien dirigée, et également qu'on lui donne les arguments de mener cette bataille en termes de veille, en termes de sentinelle, en termes même d'exigence politique et économique, là je crois que forcément les politiciens vont prendre en compte cette nouvelle donne-là. Oui. Parce que le président qu'on a actuellement ne sera pas comme Wade. Hein. C'est ça. Au moins sur ce point-là. Justement, ce président et son équipe, tel que vous les voyez, le discours qu'il prononce, est-ce que vous pensez qu'ils sont en mesure justement de changer la situation? Non, en fait, bon, vous savez, je crois que ce qui s'est passé lors de ces dernières échéances électorales, ça fait naître quand même un espoir. Parce que je crois que l'espoir, tout changement à ce niveau-là est synonyme d'espoir. Parce que ce qu'on avait par la suite, nous avions avant un gouvernement quand même bon, qui a pu reconnaître son incapacité d'améliorer de façon significative les conditions de vie des populations. Un exemple, c'est le chômage, sur lequel vraiment ils ont pu avouer leur incapacité de façon directe. Mais également, on a pu voir cette incapacité ailleurs. Mais je crois que ce gouvernement que nous avons eu, à un moment donné, qui ne pouvait rien faire, il fallait qu'il s'en aille. Parce que sinon, le garder, c'était quoi là? Mais c'est continuer avec cette incapacité de façon éternelle. Hein? Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est amener un changement. Maintenant, ce changement-là fait naître un espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est quand même, on a tourné la page à l'incapacité. Maintenant, l'équipe qui vient, bon, c'est évident que la plupart sont inconnus. Hein? Vous avez par exemple des gens qu'on ne voyait pas, par exemple, sur la scène politique nationale. Mais quand même, il y a cet espoir. Et moi, je crois que l'espoir est fondé. Parce que tout simplement, ce que je vois, vous avez certains postes qui reviennent souvent à des individus qui se connaissent. L'exemple, je crois, le plus présent que je peux donner, c'est celui de l'environnement. Vous avez vraiment à la tête quelqu'un qui a longtemps battu pour... qui s'est longtemps investi dans ce domaine-là. Donc, c'est lui-là voulu donner cette possibilité de mettre en œuvre l'ensemble de cette philosophie environnementale qu'il a pu avoir et qu'il faudrait prendre en économie. Donc là, je crois que c'est relativement important. Maintenant, est-ce qu'effectivement, ils seront à la hauteur des attentes-là? Bon, moi, je crois que ça va dépendre de deux choses. Première chose, ça va dépendre du degré de veille et de cette obligation de s'ériger en sentinelle de la population. Donc, si on se mobilise pour ne pas donner carte blanche à ces dirigeants, leur faire savoir que ce que vous avez ici, c'est quelque chose qu'on vous a confié et qu'on va vous demander des comptes plus tard. Mais si on se met dans cette posture donc, de surveillance, là, je crois que ça va mettre la pression sur ces individus-là. Mais également, autre chose, je crois qu'il faudrait quand même une plus grande crédibilité de nos institutions-là. Et à commencer par... Bon, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de problèmes que l'on voit au niveau de la presse qui entachent, si vous voulez, le passé pas tellement reluisant de certains membres de l'équipe-là. Mais je crois que ce qui est important, c'est les jalons quand même sont posés, les intentions ont été très claires, les discours ont été très séduisants. Maintenant, c'est l'acte qui doit venir. Et là, bon, je crois qu'en tant qu'intellectuels, en tant qu'individus, en tant que citoyens, nous devons tous nous embarquer, par exemple, dans ce train du changement. Parce qu'il faut dire que nous serons les principaux actionnaires de ce changement-là et que lorsqu'il y aura des dividendes, nous aurons quand même la part la plus élevée. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abdoulaye Seck, professeur agrégé en économie, je le rappelle, il enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences économiques et de gestion plus précisément. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi et bonne fête à nos parents chrétiens qui célèbrent Pâques ce week-end. Au revoir, à dimanche prochain.